Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, Catherine, et je suis avec ma bonne amie, Audrey. Comment ça va, Audrey? Ah, ça va pas trop mal. Et toi, comment ça va, ma chère? Ça va bien. Il commence à faire chaud là, dans ma chambre parce que on enregistre et il fait comme 25 dehors et les fenêtres sont fermées pour le bruit. Ah oui, C'est comme une cocotte minute. on est dans un sauna, mais on porte des On est vêtements. dans un- Oui, Ou pas, vous le savez pas. c'est un son. C'est comme le jacuzzi d'Éric Asselin, Ah oui, qu'on mentionne à tous les épisodes. parce que c'est beaucoup trop drôle. Franchement, cacher ton argent sous ton jacuzzi. C'est pas place pareil. Ce serait comme cacher ton argent en dessous de ton lido. C'est étrange comme concept. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes là pour vous divertir avec nos histoires de crime et de café. Yes, sir. Audrey, tu as du crime et du café pour nous aujourd'hui. C'est toi qui as tout aujourd'hui. C'est moi qui ai tout apporté. Le potluck, là, apporte Ouais. juste ton assiette, c'est moi qui fournis. Ah ah! Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons boire le mélange du camionneur, Yay! qui nous provient de cafévrac.com, qui est un site québécois sur lequel vous pouvez commander des beaux gros sacs de café. Moi, le mélange du camionneur, c'est personnellement un de mes mélanges préférés qui vient de ce site web-là. La blague aussi, c'est que je n'ai pas de permis de conduire. C'est vrai, j'avais oublié ça, mais t'es encore moins une camionneuse. La description qu'on en fait sur Internet, c'est « Le mélange du camionneur ne contient que des arabicas de l'Amérique du Sud, d'Éthiopie et de la côte du Malabar. La spécialité de cette portion du littoral, le café moussonné. Le tout est torréfié à point et artisanalement par notre maître torréfacteur. Le résultat est stupéfiant. Un goût unique et corsé à souhait qui, nous en sommes certains, saura plaire aux camionneurs en vous. » Ça me plaît comme description, et moi, je suis même pas camionneur. Je peux pas m'imaginer à quel point ça doit plaire à nos auditeurs, nos auditrices. Écoute, s'il y a des camionneurs et des camionneuses qui nous écoutent, on les salue. Mhm. Si vous voulez vous procurer ce café, c'est le site cafévrac.com. Je répète, c'est une entreprise québécoise, alors si vous voulez encourager une entreprise québécoise pendant les temps de pandémie, ça peut être une belle opportunité de le faire. Moi, ce café-là, je le bois souvent le matin parce que, comme la description le dit, c'est vraiment un café qui est corsé. Il n'y a aucune acidité, c'est vraiment juste un bon goût de café un peu fumé. Ça rappelle vraiment un café que vous auriez dans un diner sur le bord de la route. Tu sais, un bon café fort Oui. qui vous donne envie de manger 2 œufs tournés avec du ballonné frit, là. Oui, yes, du bon ballonné frit, puis du fromage orange, là. Oubliez pas d'enlever le plastique autour du fromage orange. Ah. Conseil d'amis. Non, ça fond, ça se mange. Non, ça se mange pas, ça se mange pas. Alors voilà, c'est ma recommandation du jour, je répète, le mélange du camionneur, disponible chez cafévrac.com. On n'est pas commandité par Cafévrac, je me le suis procuré moi-même avec mon petit argent de poche. Mais je vous le recommande chaleureusement parce qu'en plus, vous pouvez choisir votre mouture, vous pouvez choisir la quantité que vous en recevez, et c'est un site, le nom le dit, c'est en vrac. C'est pas si cher et ça vous tient vraiment longtemps, alors le mélange du camionneur, c'est ma recommandation de cette semaine. C'est une très belle recommandation et j'aimerais donc ça être une camionneuse pour pouvoir boire ce café. Vous pouvez le voir pareil, la police va pas aller chez vous. Ah non, d'accord, ok, c'est correct. Alors, Audrey, aujourd'hui je pense qu'on parle de quelque chose d'assez rough de par chez rough. Oui, avertissement, le cas aujourd'hui, ça va être un cas un peu corsé. Mm-hmm. Les avertissements que j'aimerais donner tout de suite à nos auditoristes, c'est qu'il va y avoir mention de violences faites aux femmes, de violences faites aux personnes LGBTQIA+, et de féminicide. Alors si malheureusement c'est des sujets que vous préférez ne pas entendre, c'est correct. Catherine et moi, on respecte ça, vous êtes quand même la bienvenue dans la communauté d'Un peu de crime dans ton café. Mm-hmm. Et on vous dit à la semaine prochaine. Il n'y a aucun problème, prenez soin de vous, c'est ça qui compte pour nous. Le cas, c'est aussi un cas qui nous a pas été recommandé en tant que tel, mais qui nous a été mentionné par un auditeur, Sean, qui avait mal deviné un de nos visuels. Oui. Donc, Roqueforêt, il avait deviné ce cas que je vais vous présenter dans quelques secondes.
Et Sean, on tient à le saluer aussi parce que c'est la première personne qui nous avait envoyé un courriel. Oui, à nos tout débuts. Oui, quand on en était encore à nos tout premiers épisodes, il nous a écrit un courriel et ça nous a donné beaucoup de courage à Catherine et moi. Ça l'a confirmé qu'on avait notre place dans le panthéon des podcasts québécois. Alors, merci beaucoup, Sean, d'avoir été avec nous dès le début et de nous écouter encore. Tu interagis encore assez couramment avec Catherine et moi et on te salue. Et on espère qu'un jour, on va pouvoir te saluer en personne. Et sinon, en attendant, ben, je te dédie cet épisode, même si tu t'y attendais pas. Surprise! Dédicace surprise! On espère qu'un jour, on va mériter notre place dans le panthéon des meilleurs podcasters du monde. Mais pour ça, il faut détrôner My Favorite Murder. Ça se peut que ça nous prenne un petit peu de job. Mais on va y arriver un jour. Et vous allez nous aider. Vous avez confiance en nous. Oui, c'est ça. Vous avez confiance en nous et Merci. ça nous donne des ailes. Oui, merci à tous nos fans. Juste avant de commencer, je voulais juste aussi faire un deuxième avertissement. Non. Qu'il va y avoir une mention des Forces armées canadiennes et les opinions que je vais exprimer s'appliquent uniquement à la personne qui était dans les Forces armées canadiennes. Mon opinion ne s'applique pas à l'armée en général. C'est un très gros débat, très nuancé, dans lequel Catherine et moi, on va pas se lancer aujourd'hui et probablement jamais non plus. Alors, c'était juste une nuance que je voulais apporter tout de suite. Je ne donne pas mon opinion sur l'armée, je donne mon opinion sur cette personne. Voilà. Aujourd'hui, pour mettre un peu de crème dans ton café, Catherine, je vais parler du meurtre de Pinariti. Pinariti, elle était maquilleuse sur la scène internationale et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que dans une vie antérieure, j'ai été maquilleuse. J'avais un petit peu travaillé dans l'industrie de la mode et du cinéma, mais ne cherchez pas mon travail, vous ne le trouverez pas. C'est bien malheureux. Oh, c'est pas grave, je m'amuse en littérature. Est-ce que tu pourrais le rendre disponible pour qu'on le partage sur Facebook éventuellement? Si je pourrais écrire aux gens qui m'avaient servi de modèle à l'époque, si j'ai leur permission de mettre des photos en ligne. Si je peux mettre des photos de mon livre de beau policier, c'est certain qu'on peut mettre des photos de ton ancien travail qui est hautement plus pertinent que mon livre de policier que j'ai même pas écrit. C'est même pas mon livre, c'est juste un livre que je possède chez moi, tu sais. Ben, il est à toi. Je l'ai acheté. Avec ton argent de poche. Je l'ai même pas acheté, c'est mes parents qui me l'ont donné. En tout cas, je me creuse un trou, là. Fait que oui, maquilleuse. Donc, c'est un cas qui m'avait parlé. Puis en plus, quand j'ai commencé mes recherches, une des premières photos que j'ai vues, c'est une photo de Pinariti avec David Bowie. Oh my god. Go! Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est la personne la plus cool sur Terre. Of course que je veux parler d'elle et vous raconter son histoire. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer avec mes sources. Alors, mes sources, c'est le podcast, le Nighttime Podcast, qui est un podcast de true crime canadien, qui avait fait une entrevue avec Christy Thomas, qui est la nièce de Pinariti et qui elle-même est journaliste pour The Coast en Nouvelle-Écosse. Et mes deux autres sources, c'est les articles que Christy Thomas avait écrits dans The Coast et dans Vice. Et j'ai aussi quelques articles de Radio-Canada et une entrevue avec Eve Salvaille qui avait été publiée dans la presse. Eve Salvaille, si vous la connaissez pas, c'est une grande mannequin internationale qui vient de Matane. Elle avait fait carrière avec Jean-Paul Gaultier. Elle était connue pour avoir le crâne rasé puis un tatouage de dragon. Sur le côté de sa tête, c'est une femme absolument magnifique et elle avait déjà été en couple avec Pinariti. Donc, elle raconte à la presse son opinion sur ce qui est arrivé. On va pouvoir se lancer dans l'histoire de Pinariti. Alors, on est en 2009. Christy vient de terminer un appel Skype avec sa sœur qui voyageait en sac à dos en Asie. Ses parents sont en vacances en Jamaïque avec son jeune frère. Son oncle Tony l'appelle. Elle est heureuse de lui parler, mais la voix de son oncle est paniquée. Il pleure, il est hystérique. Dave killed her. Christy ne comprend pas. Ta tante a été assassinée. Tony voulait parler avec la mère de Christy. Christy rappelle sa sœur qui est à moitié endormie. Tante Pina a été assassinée. La sœur de Christy pleure, demande d'autres détails. Est-ce que papa et maman le savent? À 18 ans, paniquée, Christy ne se souvient pas du nom du resort où ses parents sont en vacances. Oh non! Ben, je comprends la panique. Oh mon Dieu, oui. La sœur de Christy, elle s'en rappelle. Grâce à Google, Christy parvient à rejoindre le resort, mais ses parents ne sont pas dans leur chambre. Elle appelle la réception 5-6 fois pour qu'ils comprennent que c'est une urgence. Le téléphone sonne, sa mère est à l'autre bout du fil. Sa mère, c'est la sœur de Pina.
Est-ce que t'es calme? Est-ce que t'es assise? Est-ce que papa est avec toi? Elle lui annonce la mort de Pina. Quand sa mère répète le message, le cœur de Christy se brise. Elle réalise l'étendue de la chose. Maintenant, on retourne un peu en arrière. Samedi, le 1er août 2009. Pina et son amie Annette profitent du nightlife montréalais. Si les deux femmes avaient formé un couple dans leur jeune vingtaine, elles étaient demeurées des bonnes amies par la suite. Elles avaient assisté à un concert et elles voulaient continuer la fête au bar Saphir, sur le boulevard Saint-Laurent. Pina est de bonne humeur. Elle paye des verres et elle consomme un peu de cocaïne. 3 hommes les approchent pour discuter, pour boire, pour rire. Pina décide de poursuivre la fête, mais Annette est fatiguée et elle veut rentrer. Il est environ 2 heures du matin. Si elle est convaincue que le pire risque que Pina court à ce moment-là, c'est un gros hangover, c'est la dernière fois que Annette va voir sa meilleure amie en vie. Le lendemain, la mère de Pina appelle Annette pour lui dire que Pina n'est pas rentrée. Quand Annette tente de rejoindre cette dernière, elle n'obtient aucune réponse. À l'époque, Pina vivait avec sa mère parce qu'elle arrivait d'un gros contrat à Los Angeles et elle avait présentement aucun pied à terre. Et sa mère commençait à vieillir, donc elle s'est dit qu'elle allait se trouver un appartement à Montréal pour se rapprocher et s'occuper de sa mère. Le 4 août, la famille se rend au SPVM pour remplir un constat de personnes disparues. Pour les proches de Pina, malgré le goût de celle-ci pour la fête et son mode de vie aventureux, cette absence prolongée n'augure rien de bon. Au poste, la personne en charge de prendre les dépositions s'obstine avec la famille, leur expliquant qu'il n'y a pas assez de temps qui s'est écoulé pour qu'ils puissent remplir un constat de personnes disparues. En effet, il faut qu'on soit sans nouvelles d'une personne pour 48 heures pour que celle-ci soit considérée comme disparue. C'est beaucoup, 48 heures. C'est énorme. On a le temps de transporter la personne à l'autre bout du monde en 48 heures. J'allais dire, t'as le temps de mourir 20 fois. T'as le temps de mourir beaucoup plus que 20 fois en 48 heures. Mais Annette et le frère de Pina, donc Tony, persistent et commencent à décrire ce que la maquilleuse portait la dernière fois qu'elle a été vue. En entendant la description, la réceptionniste blâme. Elle se lève et se dirige vers le bureau de ses supérieurs. Quand elle revient, elle est accompagnée par un enquêteur du SPVM qui informe Tony et Annette qu'un corps a été retrouvé et qui correspond à la description de leur sœur et meilleure amie. Oh non! Si la nouvelle en soi est choquante, la manière par laquelle le corps a été retrouvé rend le tout encore plus aberrant. Donc attention tout le monde, ça va être un peu corsé. Le corps a été retrouvé par un homme itinérant, du nom de Pierre Pinchot. Oh non, pas monsieur. Ce matin-là, il cherchait à se mettre à l'abri de la pluie et il s'est rendu dans un cabanon situé à l'arrière d'un concessionnaire automobile abandonné à l'extérieur du centre-ville de Montréal, sur la rue Notre-Dame à proximité du chemin de fer. Donc vraiment au bout de l'île où est-ce qu'on est proche du fleuve. À quel bout de l'île? Dans l'est? Oui, proche de chez moi. Ok. Vous savez pas c'est où chez moi? C'est ça, mais Notre-Dame, elle passe chez nous aussi, tu sauras. Mais... Dans le fond, vers la rive sud. D'accord. Dans le fond, quand t'arrives du pont-tunnel, c'est exactement dans ce coin-là que tu vas arriver. Ok, je comprends. Le quartier industriel, là, c'est... Là, les gens qui sont pas à Montréal sont comme, on s'en crisse. Arrêtez de parler de ça. Aucun shaming, mais l'autre jour, je me suis retrouvée dans ce coin-là en voiture, puis je me disais, vous allez pas là toute seule. Non. Mesdames, puis messieurs, c'est vraiment un coin que je ne recommande pas. Non, il y en a des places comme ça. Donc, M. Pierre Pinchot voulait s'abriter. En entrant dans le cabanon, Pierre est aussitôt frappé par une mauvaise odeur qui le force à sortir son briquet pour en trouver la source. Oh. Grâce au petit faisceau de lumière, il peut apercevoir 2 petits pieds qui dépassent d'un tapis roulé posé sur le sol. Pensant qu'il vient de découvrir le cadavre d'un enfant, l'homme contacte aussitôt la police. Une fois arrivé sur les lieux, la police constate que le corps à demi nu avait été roulé dans un tapis et que le tapis avait été imbibé d'essence, probablement afin de le brûler. Oh. Et aussi, c'était pas un corps d'enfant, c'était le corps d'une femme, mais elle était tellement menue que c'est pour ça que M. Pinchot avait cru avoir trouvé le corps d'un enfant. La famille, elle va cependant être chanceuse dans sa malchance, parce que très peu de temps s'est écoulé entre la mort de Pina et le moment où elle a été retrouvée par Pierre Pinchot. Le corps n'a donc pas encore commencé à se décomposer, ce qui devrait rendre la tâche des enquêteurs beaucoup plus aisée. En entrevue avec le Nighttime Podcast, Christy Thomas explique que sa famille a chaudement remercié M. Pinchot d'avoir contacté rapidement les autorités pour qu'ils retrouvent Pina. Si le corps n'a pas été trop endommagé, c'est trouver l'identité du meurtrier qui sera pas une tâche facile.
Heureusement, le médecin légiste est parvenu à identifier 3 sources d'ADN que le meurtrier avait laissées sur la scène du crime. Aha! Good. Donc, une gomme, Wesh. de la salée Wesh. et des lambeaux de chair sous les ongles de la femme. Ça, là... Ok, ça peut sembler vraiment très alarmiste et glauque, là, mais c'est un truc qu'ils disent beaucoup, de comme si t'es une personne qui se fait attaquer, pas juste une femme, mais si tu te fais attaquer par quelqu'un, d'essayer de te débattre le plus possible et de griffer le plus possible pour qu'il y ait de l'ADN qui soit retrouvé. Même si la personne nettoie la scène de crime, ça peut aider à élucider ton meurtre. Oui. C'est un truc important. C'est comme un espèce de life pro tip bizarre, là. Oui, mais je me rappelle aussi d'un épisode, pas d'un tueur si proche, mais d'une émission comme ça à Canal D, où est-ce que la jeune fille s'était fait agresser, puis justement, elle avait essayé de griffer son agresseur le plus possible pour avoir de l'ADN en dessous de ses ongles, Ouais. puis il l'avait agressé dans sa voiture, alors elle avait mordu dans la portière. Ah, c'est bon, ça. Alors quand l'homme a été arrêté à cause de l'ADN, ils ont fouillé sa voiture, puis ils ont trouvé la trace C'est bon, de ça. dents qui matchait avec ses dents. Ouais. Donc, laissez le plus d'indices. En plus, si le corps a été retrouvé face contre le sol, les bras de la victime se retrouvaient sous elle, ce qui signifie que l'ADN que le meurtrier a laissé sous ses ongles n'a pas été atteint par la fumée, le feu ou la pluie. Oh, ok. Donc l'ADN est intact parce qu'il était contre elle. Oui. En plus, parce que le cabanon est situé à proximité d'un chemin de fer, il y a des caméras de surveillance qui balayent les alentours et qui ont sans doute pu capturer la scène. Nice. À l'époque, la famille ne va cependant pas être informée de la vidéo de surveillance qui avait été saisie par les enquêteurs du SPVM. D'ailleurs, les enquêteurs du SPVM vont garder cette carte-là très proche d'eux, Oui. et ça va nous servir plus tard. Maintenant, même si la présence d'ADN et la vidéo de surveillance peuvent nous sembler comme des indices qui mènent habituellement la police à un flawless victory dans Law and Order, pom pom, la vérité, elle est assez différente. L'ADN, elle n'était pas connectée à aucune ADN que le SPVM avait déjà dans leur dossier. Et la vidéo de surveillance, elle montre juste des formes pixelisées, qui ressemblent vaguement à 2 personnes. Okay. Par contre, un avis de recherche pour les 3 hommes qui avaient accompagné Pina à sa sortie du club Saphir est publié, puisque ceux-ci sont vus comme des suspects ou des témoins potentiels. Ben ouais, me demande pourquoi. Alors, on recherche 3 hommes blancs, âgés de 24, 25 et 40 ans. Oh, Les descriptions fournies sont assez vagues. 2 d'entre eux sont assez petits, et un d'entre eux avait les cheveux noirs lissés vers l'arrière, et un autre avait des tatouages sur les avant-bras. Pour le bar Saphir, c'est pas mal average, on va s'entendre. ça ressemble à Eric Bruno dans Fait divers. J'ai encore pu faire ma joke! Yeah! Bonjour Eric! Oui. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes que Catherine et moi et qui s'en rappellent pas, parce que le Saphir, je pense que ça a fermé quand on était au cégep. Je sais pas c'est quoi du tout, j'allais demander justement si c'est encore ouvert. Le bar Saphir, c'était sur Saint-Laurent, puis dans le fond, c'était la version un peu plus gothique des Foufounes électriques. Oh, nice, ok. Donc c'est un bar un peu alternatif. Ça l'a fermé en 2009, je pense si ma mémoire est bonne, fait que pas longtemps après ça. Ok, En tout cas, j'ai été comme une fois quand j'étais au cégep. ok. Et maintenant, je trouve que Montréal a un gros trou au niveau des bars gothiques. Où est-ce que je suis supposée de danser en écoutant du Clan of the Mox? Franchement. C'est une multiple question. Puis là, vous allez me répondre, le Club Berlin, Audrey, est à 2 coins de rue de chez vous. Pour vrai, mon Dieu, tu t'y connais en club gothique? J'ai zéro Ben connaissance là, là-dedans. c'est pour être avec ma communauté. Mais c'est ça, je ne suis pas dans la communauté des gothiques, je suis dans la communauté des gens qui portent des salopettes encore du roi. Mais moi, je te donne une carte de membre du Club des Gothiques honoraires. Oui! Ah yes, je suis membre honorifique. Genre mon doctorat honoris causa Yes, du club des des gothiques. Gothiques. Good! I like that. Mais là, malgré une entrevue accordée au Journal de Montréal par la famille Ritty, où celle-ci implorait l'aide du public pour retrouver les 3 hommes, ceux-ci n'ont jamais été identifiés. Oh non! La famille est donc laissée à elle-même avec ses théories sur ce qui a pu arriver à leur chère Pina. En entrevue, Christy avoue que si on pense à une femme qui s'aventure dans la vie seule la nuit, on a tendance à s'imaginer tout de suite le pire. Est-ce que c'est un vol qui a mal viré? Est-ce que c'est un prédateur? Un violeur en série? La famille se questionne aussi à savoir si Pina, elle aurait pas été victime d'un crime haineux. Pina, elle était ouvertement bisexuelle et elle avait une préférence marquée pour les femmes. Donc, c'est une théorie qui tient. Parmi les femmes qui ont partagé sa vie, on retrouve le mannequin au crâne tatoué Eve Salvaille, la literal girl with the dragon tattoo.
En entrevue avec la presse, Eve déclare que Pina et elle ont formé un couple pendant 5 ans, pendant que celle-ci faisait ses premières armes dans le monde de la mode. Et là, je la cite, « Elle a fait tous les shows avec moi pendant 5 ans et demi. Elle faisait tous mes maquillages. Les campagnes Versace, Jean-Paul Gaultier, elle était toujours là. Tout le monde venait la voir. Elle avait beaucoup de maturité et un côté très maternel. Je venais de Matane, j'étais à Tokyo. Je suis devenue famous en quelques semaines. Je capotais un peu. Elle m'aidait à me calmer les nerfs. Elle donnait les meilleurs câlins du monde. » Oh. J'ai déjà rencontré Eve Salvaille, puis elle est vraiment cool comme personne. Elle est tellement belle, sérieusement, ça compte pas d'allure. Oh, elle est tellement belle. On dirait un androïde. Elle est tellement gentille, en plus, là. Selon Christy Thomas, pire que la mort de sa tante, c'était le mystère qui entourait les circonstances de sa mort. Yeah! Pendant 4 ans, soit entre 2009 et 2013, la famille de Pina est laissée dans le doute avec ses théories et aucune confirmation de la part de la police. Plus le temps passe et plus les proches de Pina craignent que son meurtre ne demeure non résolu. Pendant ce laps de temps, peu de nouvelles informations émergent, mais Christy refuse de perdre espoir. Régulièrement, ils reçoivent des lettres de l'enquêteur en charge de l'affaire qui les rassurent en affirmant que leur dossier occupe une place permanente sur son bureau parce que quelque chose le dérange. Dans chaque lettre, il réitère sa promesse à la famille Rizzi que jamais il ne laissera le meurtre de Pina devenir un cold case. Oh! 4 ans, c'est très long. Ouais. Pendant que la famille Rizzi perd de plus en plus espoir, c'est en 2013 que le SPVM va recevoir de l'information qui va leur permettre de faire au moins un peu de lumière sur ce qui a pu arriver à Pina. Pendant 4 ans, l'ADN et les empreintes digitales retrouvées sur la scène du crime sont demeurées stockées dans une base de données du SPVM en attente d'un match. Un peu comme Tinder. Oh! Là, je vais donner espoir aux célibataires qui nous écoutent. Oui. Parce qu'en 2013, les éléments de preuve y ont enfin matché avec le profil d'un jeune homme qui venait d'être arrêté à Québec après avoir prononcé des menaces de mort à l'endroit d'une jeune femme. Je regrette d'avoir dit cette phrase avec cette ton-là. C'est ça que j'allais dire. Tu as dit de manière assez cavalière. Ce n'est pas bien de faire des menaces de mort aux gens. Ne faites pas ça. Non, absolument pas. Quand le jeune homme se fait écrouer, Ouais. les enquêteurs de la police de Québec prennent ses empreintes et les mettent dans leur propre base de données. À cet instant, les enquêteurs du SPVM reçoivent une alerte, comme quoi les empreintes digitales qui cogitaient dans leur base de données avaient enfin un match positif. Ping! Le SPVM entre en contact avec la SQ pour exiger que soit surveillé le jeune homme qui venait d'être arrêté. Yeah. Puisque dans le fond, il a été arrêté puis relâché, en attente. Ouais. C'est pendant cette filature que la SQ va pouvoir s'emparer d'un mégot de cigarette et d'un gobelet de café vide qui ont été jetés par le suspect et qui va leur permettre de récolter son ADN, que celle-ci soit comparée avec l'ADN qui avait été retrouvé sur la scène du meurtre de Pina Rizzi. Wow. Fait que ce gars-là, il avait littéralement mis un peu de crème dans son café. Ben là, mais hein? Et là, grâce à Love Calculator, on a pu apprendre que le match était positif. Oh! Oh my god, Love Calculator, j'aimais tellement ça. Faut qu'on Love Calculate nos noms avec Éric Bruno. Pourquoi qu'on n'a pas déjà pensé à ça? Parce qu'on n'est pas en 5e année primaire. Il est jamais trop tard pour Love Calculate. Non, non. T'as bien trop raison. Yes, sir! Oh, wow, j'ai des flashbacks. La SQ peut alors procéder à l'arrestation du suspect. Jean-Philippe Tremblay, 23 ans, ex-militaire originaire d'Alma. Celui-ci aurait été âgé de 19 ans à l'époque du meurtre. Ouais, c'est jeune, ça. Pina Rizzi, elle était dans la trentaine, quarantaine? Quarantaine. Quarantaine. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre l'information à quelque part. Elle avait 45-47 Ouais. à l'époque. Je l'avais déduit avec sa nièce qui avait 18 ans, là, que c'était clair qu'elle était pas dans 20 ans. Né le 10 octobre 1989, sa sœur et lui avaient été adoptés par un couple de la région du Lac-Saint-Jean, alors que celui-ci n'avait que 3 ans. Il s'agissait d'une bonne famille, mais selon Tremblay, son père était très dur avec lui. Jean-Philippe Tremblay, il n'en était pas à ses premiers démêlés avec la justice pour violences faites aux femmes. Ah, ben, c'est pas mal. 23 ans. Il avait été arrêté en 2010 pour violence conjugale et en novembre 2009, soit quelques mois à peine après le meurtre de Pina Rizzi, parce qu'une femme avait porté plainte contre lui aux autorités d'Alma en affirmant qu'il avait essayé de la tuer. Oh mon Dieu. Donc, si la police d'Alma avait été un petit peu plus proactive, l'ADN de Tremblay aurait été fiché tout de suite Ouais. et la famille de Rizzi n'aurait pas attendu pendant 4 ans. Ah, c'est effectivement... C'est dur de s'obstiner comme ça. Pendant son interrogatoire, Tremblay joue à l'épée
Oui. Remarque, je sais pas à quel point il jouait. Quand le détective lui explique la manière par laquelle les enquêteurs tentent de trouver des indices pour résoudre des crimes, Tremblay l'interrompt sans arrêt en affirmant qu'il sait pas pourquoi il est là, il voit pas ce que ça a à voir avec lui. L'interrogatoire va durer 9 heures. Il était vraiment choqué. Et au dire de Christy Thomas, qui est elle-même journaliste enquête, l'interrogatoire a été masterfully done. Good. Dans le fond, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de le rendre confortable. C'est une technique d'interrogatoire où est-ce que tu essaies de montrer à la personne que tu soupçonnes qu'elle est peut-être pas à 100% responsable, que c'est un accident, puis après tu montes la pression de plus en plus. C'est exactement la même technique qu'ils avaient utilisée pour Chris Watts, l'homme qui avait assassiné sa famille. Donc ils ont essayé de le mettre confortable, puis ensuite on monte la pression de plus en plus. Ouais, c'est une bonne technique, c'est une bonne technique. Donc, la première fois que le détective mentionne le nom de la victime, Tremblay se dépêche de dire « Pinariti, non, je la connais pas. Okay. » Le jeune homme pousse le bouchon encore plus loin et affirme qu'il a jamais mis les pieds à Montréal. Je sais même pas c'est quoi Montréal. J'ai pas entendu parler. Puis, il se corrige. Et il avoue que peut-être qu'il a déjà été avec ses parents quand il était enfant, mais comme plus tard. Ah oui, peut-être que j'y étais 1 ou 2 fois en voyage d'école quand j'étais au secondaire, mais un petit peu plus tard. Ok, peut-être que je suis déjà sortie avec des chums à Montréal, mais comme peut-être 1 ou 2 fois, là, je m'en rappelle même pas, puis comme c'était peut-être même pas Montréal, c'était peut-être Greenfield Park. Ben oui, tout le monde va à Greenfield Park pour clubber. Yeah, c'est lit en salle. C'est très lit. Mais toujours, Tremblay demeure évasif. Il est convaincu qu'il a jamais rien fait de mal. Selon lui, c'est lui la victime. Toute sa vie, il a été une victime. Il est une victime de cet interrogatoire. Il est victime d'avoir été dans une bonne école privée quand ses amis allaient tous à l'école publique. Et il a été victime de bullying pour avoir été trop bon en sport. Big if true. En tant que personne qui a failli devoir changer d'école tellement je me faisais bully, c'est jamais arrivé, Jean-Philippe. De se faire bully parce que t'aimes trop le sport? Parce que t'es trop bon en sport. Ah, parce que t'es trop bon en sport. Non, effectivement, c'est... À moins qu'il aille dans une école où les bullies, c'était tous des nerds, pis c'était le monde à l'envers, pis le vendredi, c'est contraire. C'est la journée des contraires. Non, y a jamais personne qui t'a écœuré parce que t'es bon au kickball. Au kinball. Omnikin! Gris! Oui. Oh, God. c'est l'épisode des flashbacks avec le Love Calculator pis le kinball. Mixmania! Yes! De l'autre côté du miroir sans teint, la famille de Pinariti est forcée d'écouter le témoignage larmoyant du pauvre petit Jean-Philippe Tremblay. Il fait très petit. Il est victime d'être beau, d'être populaire avec les filles, gna gna gna. Selon Christy Thomas, à aucun point pendant l'interrogatoire de Tremblay, celui-ci n'a pris ne serait-ce qu'un grain de responsabilité pour les choses qui lui sont arrivées dans sa vie. Il a toujours été une victime. Oui. Ce qui est un classique personnalité narcissique. Si le détective laisse Tremblay faire son tale of woe, un peu comme Jane Eyre, après quelques heures, le détective va augmenter la pression pour faire craquer Jean-Philippe Tremblay et le forcer à admettre ce qui s'est passé ce soir-là. Ça va faire, là. T'as ça une niaisage, l'autre chose à faire, District 31? Non, ça commence bientôt, là. Mais même quand Tremblay passe aux aveux, il est incapable de se défaire de sa mentalité de victime. Selon sa version des faits, il a été victime d'une véritable harpie, une nymphomane enragée, qui s'en est pris un pauvre petit gars de la région perdu dans la grande métropole démoniaque. What? Mon Dieu! Big if c'est true. Très big if true, ça. Faudrait que je trouve un équivalent en français pour ça. La nuit du 2 août, Tremblay et des amis du collège militaire de Saint-Jean-sur-le-Richelieu sont sortis dans un bar à Montréal. Oh non. Selon Tremblay, c'est Pina qui l'a approché en premier lieu. Celui-ci aurait été renversé qu'une femme plus âgée et aussi belle que Pina l'ait approché. Lui, petit dude boutonneux de 19 ans, qui, selon ses dires, pognait pas fort. Mais c'est parce qu'il était trop bon en sport. Il était trop bon en sport, les gens étaient comme « Je ne peux pas te battre au ballon poire! » Comment pourrait-on possiblement être en couple? Tu ne penses qu'au ballon poire. Je ne peux pas te suivre sur les barres transversales! Ils auraient marché ensemble sur la rue Sainte-Catherine, et c'est Pina qui l'aurait entraîné dans le cabanon de la rue Notre-Dame pour avoir des relations sexuelles. Mais là, il était rendu loin en tabarnouche. Toujours selon Tremblay, Ritchie aurait consommé de la cocaïne dans le cabanon avant de se mettre au travail.
Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Nudge nudge wink wink, ceci est un podcast familial! C'est à ce moment que les choses se seraient gâtées. Tremblay aurait été incapable de performer. Oh! Et Ritchie se serait mise à l'insulter, à le traiter de loser. Okay. Tremblay serait alors sorti du cabanon pour fumer une cigarette et Pina lui aurait ordonné de revenir pour finir sa job. Jean-Philippe se serait alors senti intimidé par la maquilleuse de 47 ans qui le ridiculisait et il l'aurait frappé dans un excès de rage. Il affirme cependant que le coup, c'était juste un accident. Il n'a pas fait d'exprès, il a perdu son sang-froid, bref, toutes les qualités qui font un bon soldat, à qui on va bientôt donner un fusil. J'ai peur, là. Tremblay a ensuite offert plusieurs versions de ce qui se serait déroulé par la suite, mais dans chacun des scénarios, le timeline ne fonctionnait pas avec les images qui avaient été capturées par la caméra de surveillance. Parce qu'à ce point-là, le SPVM n'avait toujours pas révélé à Jean-Philippe Tremblay qu'ils avaient les images de la caméra de surveillance. Il voulait qu'il se tire dans le pied. Le coincer dans un mensonge. Exactement. Et il y a beaucoup d'éléments dans le témoignage de Jean-Philippe Tremblay qui ne font tout simplement pas de sens. Je vais revenir au témoignage de Ève Salvaille dans la presse, qui a dit que même si Pina prenait parfois des amants masculins, ils étaient toujours, oui, un peu plus jeunes qu'elle, mais ils étaient toujours beaux et grands. Des vrais Timothée Chalamet. Oh! Ou des Tom Holland. Oh! Tom Holland est tout petit, par exemple. Ah, c'est vrai. C'est plate pour lui, hein. Ah, maudine. Mais c'est ça, je voulais pas faire de commentaires sur la différence d'âge, là, mais 19 puis 47 ans, c'est assez considérable. Là. Exactement, puis c'est ce que Ève Salvaille, elle a dit aussi, un peu plus jeune. Ouais. Pas des ados. Dans la trentaine. En tout cas, vous pouvez googler les images de Jean-Philippe Tremblay, sont disponibles dans beaucoup d'articles qui couvrent l'histoire. Ouais, j'ai vu ça. Et vous allez pouvoir constater que c'était pas un catch. Toujours concernant les habitudes amoureuses de Pina, une autre amante de celle-ci a témoigné dans la presse et a affirmé que Pina c'était une personne tendre, maternelle, affectueuse et non pas une succube assoiffée de sexe, comme l'a décrit Jean-Philippe Tremblay. À part que Jean-Philippe Tremblay était laid, les enquêteurs du SPVM pointent un autre trou béant dans le témoignage de Tremblay, à savoir qu'il n'aurait frappé Pina qu'une seule fois avant de la quitter. Une pathologiste affirme dans son rapport que la victime a été tuée de coups portés avec une force démesurée, ce qui invalide l'affirmation de Tremblay selon laquelle il n'aurait frappé Pina qu'une seule fois avant de partir. Caroline Tanguay, la pathologiste qui a observé la dépouille de Ritchie, affirme que celle-ci avait le visage déformé par des fractures. Oh mon Dieu! La victime aurait subi de nombreuses fractures à la base du crâne et aux os du visage, et son front comportait une plaie béante accompagnée de lacérations. Yeah. Toujours selon la docteure Tanguay, la victime aurait subi au moins 4 coups au visage, mais l'ampleur des dommages suggère que le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Au moment de l'autopsie, la victime présentait aussi plusieurs blessures aux mains, en concordance avec des plaies de défense. Oh non! Qui sont selon moi les pires plaies. Oui. Elle aurait donc toujours été en vie lorsqu'on l'a frappée au visage. Le rapport de Caroline Tanguay réfute donc le témoignage de Tremblay, qui jure n'avoir donné qu'un, et je le cite, « Christy de bon coup de bâton » à Pina Ritchie avant de la quitter. Ouf! Je suis sûre qu'il se pensait bien intelligent en disant ça comme ça. Par ailleurs, un bloc de ciment, ainsi que des bouts de bois couverts de sang retrouvés dans le cabanon lors de l'enquête du SPVM corroborent une toute autre histoire que celle de Jean-Philippe Tremblay. C'est après de longues heures de déni que Tremblay finira par admettre que c'est après avoir frappé Ritchie avec un bâton à plusieurs reprises qu'il a fini par l'achever avec une brique. Oh. Une autre preuve qui avait autrefois été recueillie sans toutefois être utilisée par le SPVM allait également bientôt refaire surface pour mettre l'emphase sur un autre trou dans le témoignage de Tremblay, et c'est la vidéo qui a été recueillie par la caméra de surveillance. Dans la vidéo, on peut voir 2 figures distinctes. Une vêtue de blanc, soit Pina, et l'autre vêtue de noir, Jean-Philippe. Ils se dirigent vers le fameux cabanon. Pendant un bref laps de temps, les figures entrent et sortent du cabanon pour fumer des cigarettes, prendre l'air, peu importe. Mais à un certain point, la figure vêtue de blanc quitte le cabanon et traverse l'entièreté du lot vacant pour aller vers la rue, et elle demeure là, immobile. Pour Christy Somos, ce moment est celui qui la hante à ce jour. Qu'est-ce qu'elle faisait, Pina, à ce moment-là? Est-ce qu'elle essayait d'appeler ou de flaguer un taxi? Est-ce qu'elle prenait l'air? Est-ce qu'elle a eu l'instinct de s'éloigner de Tremblay avant qu'il ne soit trop tard? On voit alors Tremblay arriver derrière Ritchie. Quelque chose se passe en dehors du cadre de la caméra. Et dans les secondes qui suivent, on voit Tremblay traîner un corps inerte, vêtu de blanc, dans le cabanon,
le cabanon où on va retrouver Pina Ritchie quelques heures plus tard. Le footage est disponible sur YouTube. Regardez-le juste si vous êtes avertis. C'est pas extrêmement choquant, parce que comme je vous dis, c'est extrêmement pixelisé, mais quand même, sachez qu'il y a certaines émotions qui accompagnent le visionnement de médias qui ont été capturés dans des moments aussi décisifs dans la vie de quelqu'un. Alors, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Donc, son témoignage comme quoi il l'a juste frappé une fois, il est parti, ben ça ne fonctionne pas. C'est le 18 mars 2013 que Tremblay est arrêté pour le meurtre au premier degré de Pina Ritchie, même si celui-ci continue d'affirmer que c'est plutôt un homicide involontaire. Ouais. La nouvelle est annoncée à la famille de Ritchie, qui peut enfin obtenir quelques réponses aux questions qui les hantaient depuis près de 4 ans. Yay! Il allait cependant encore falloir attendre 3 ans avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux. En plus, le procès va être reporté à cause du Grand Prix à Montréal. What? En effet, les touristes s'étaient déplacés pour boire de la bière, porter des casquettes LED et voir des millionnaires faire des pout-pout en auto qui vont vite, avaient pris toutes les chambres d'hôtel disponibles, ce qui rendait le logement des 12 membres du jury impossible, et ça les aurait forcés à faire près d'1 heure et demie de voiture chaque jour pour assister au procès. Donc le procès a été reporté parce que, hey, c'est important des gens qui vomissent sur Crescent en écoutant de la musique électronique. Ouais, mais là, c'est plate un peu parce que si ça faisait 3 ans que ça s'organisait, cette affaire-là, et ça leur tentait pas de réserver leur chambre d'hôtel un petit peu d'avance! Oui, En 2015, débute le procès préliminaire où la famille de Ritchie fera face à Tremblay pour la toute première fois. Le procès préliminaire servait à déterminer s'il y avait assez de preuves nécessaires pour juger Jean-Philippe Tremblay pour le meurtre au premier degré de Pina Ritchie. Tremblay n'est accompagné que de sa copine, qui est aussi la mère de ses 4 enfants. What? Il y a 4 enfants? 4 enfants. Il y a 23 ans puis il y a 4 enfants. Rendu là, il doit avoir 26. Ouais, mais il était incarcéré tout ce temps-là, non? J'imagine une visite conjugale. Oh non, tabarnouche. Okay. Il y a aussi des amis de la famille qui se chargent de rapporter les faits à la famille Tremblay. C'est aux avocats de la couronne de présenter les preuves recueillies, dont les images capturées par les caméras de surveillance, les photos du cadavre de Ritchie et la déposition faite par Tremblay au moment de son interrogatoire. Les procédures sont particulièrement éprouvantes pour la famille de Ritchie, qui apprend sur place que Pina était toujours consciente lorsque Tremblay l'a attaquée, chose qui est prouvée par les plaies de défense qu'elle avait aux mains. Au terme du procès préliminaire, il a été déterminé que Tremblay subirait un procès devant jury pour meurtre au premier degré. Nice. En entrevue avec le Nighttime Podcast, Christie parle de l'ambiance digne d'un cirque qui régnait au palais de justice à l'époque, parce que dans la salle d'audience, voisine à celle de Tremblay, il y avait un autre procès hyper médiatisé. Est-ce que tu veux deviner? En quelle année, ça? Là, on est rendu en 2015. Guy Turcotte. Magnotta. Magnotta? Oh boy! OK. Immense procès. Immense procès, très médiatisé. Ouais. OK. Guy Turcotte aussi, ça. Guy Turcotte aussi, je sais pas si j'ai les bonnes années, mais Guy Turcotte, c'était extrêmement médiatisé quand c'est arrivé. Alors, c'est en 2017 qu'il va avoir lieu le procès pour meurtre au premier degré de Jean-Philippe Tremblay. Maître Latour est l'avocat de la défense. Si Tremblay plaide non coupable, Latour déclare au jury qu'il ne cherche pas à faire acquitter son client, puisque celui-ci a confessé au crime. La défense va plutôt tenter de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre au premier degré ou au deuxième degré, mais d'un homicide involontaire. Si Christie et sa famille espéraient entendre Tremblay raconter ce qui est arrivé ce soir-là, Tremblay ne sera malheureusement jamais questionné lui-même. À ce jour, Christie est convaincu que c'est son avocat qui l'a dissuadé de témoigner en cours. Ouais, mais ils font ça habituellement parce que c'est jamais très concluant, mettons. Donc, le plan de match de Maître Latour consistait plutôt à invalider les témoignages des experts, dont les médecins pathologistes, l'expert en incendie et le détective qui interrogeait Tremblay. Il tente de convaincre le jury que Tremblay a fait quelque chose de mal. Oui, mais c'était juste un accident. Il n'avait pas prévu de tuer quelqu'un ce soir-là. Par-dessus tout, il tente de faire rejeter le chef d'accusation pour séquestration, en démontrant qu'il n'y a rien qui prouve qu'il a retenu Ritchie dans le cabanon contre son gré. Il va également tenter de démontrer que Tremblay n'a pas agressé sexuellement Ritchie avant ou après sa mort. En effet, même si le pantalon de la victime avait été retrouvé enroulé autour de son cou et que son chandail et son soutien-gorge avaient été relevés au-dessus de sa poitrine, l'expertise n'est pas parvenue à démontrer hors de tout doute qu'il y avait eu une agression sexuelle. Pour la famille de Ritchie, le contenu de la défense est une série de claques parce qu'elle pointe vers le slut-shaming, le victim blaming et le shaming des personnes qui consomment des substances. Oui. Dans le fond, on a beaucoup posé des questions sur ce que Ritchie avait consommé ce soir-là, et selon moi, c'est des questions absolument pas intéressantes. Peu importe ce qu'une personne avait consommé, elle mérite pas de se faire assassiner. Ben non, c'est ça.
Mais ça change rien, là, c'est ça. Je veux dire, c'est pas comme si il questionnait les substances que lui avait consommées pour dire, genre, je sais pas. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui ont fait des trips de LSD, on voit que je connais bien la drogue, et qui ont tué des gens, tu sais. C'était pas pour ça, c'était vraiment juste pour blâmer Pinaridi, ce qui est vraiment dégueulasse comme manœuvre. D'avoir pris une mauvaise décision, puis les gens sont libres de se promener dans la rue puis de rentrer chez eux. Ouais. Point final à la ligne, peu importe ce qu'ils ont consommé, fait, ce qu'ils portent, Ouais. on s'en fout. Tout le monde a le droit de circuler en toute sécurité. Absolument. Le jury n'a pas eu besoin de délibérer longuement. Est-ce que tu veux deviner? Coupable. Tremblay est reconnu coupable du meurtre au premier degré. J'espère bien, maudit pas fin. Il va écoper d'une sentence de prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Après avoir prononcé sa condamnation, le juge a demandé à Tremblay si celui-ci désirait prononcer quelques mots. À la surprise de tous et toutes, il est enfin sorti de son mutisme pour s'adresser à la famille de Ritty. Il a présenté ses excuses pour avoir détruit leur famille. Il a déclaré se sentir soulagé d'être enfin libéré d'un poids immense qui pesait sur lui depuis maintenant près de 9 ans. Christy, elle n'a pas accepté ses excuses. Elle l'a décrit comme pathétique, et elle s'est demandé pourquoi s'il se sentait aussi mal d'avoir à vivre avec quelque chose comme ça sur la conscience, pourquoi il s'est pas rendu plus tôt à la police. Effectivement, ils l'ont cherché longtemps. Puis après ça, pourquoi est-ce qu'il a menti? Pourquoi est-ce qu'il a changé son témoignage? Pourquoi est-ce qu'il s'est caché? Pourquoi avoir laissé les Ritty vivre l'enfer pendant toutes ces années? Par ailleurs, l'oncle, Tony, qui avait appelé Christy au début de l'épisode, est décédé d'une crise cardiaque pendant les 4 ans où ils ont attendu. Oh non! Et Christy soupçonne qu'il était tellement malheureux d'avoir perdu sa sœur et meilleure amie qu'il s'est tout simplement laissé mourir. Ensuite, le juge a laissé la parole à la mère de Christy pour faire je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais c'est un victim impact statement. D'habitude, c'est pas quelque chose qu'on permet, mais le juge a accepté et la mère a remercié les jurys, elle a remercié la cour et elle a dit que maintenant la famille pouvait partir avec un sentiment de paix par rapport à ce qui est arrivé à Pinaridi. Et c'est comme ça que mon histoire se termine. Mon Dieu! Il a été retrouvé coupable, il est présentement en prison. Tant mieux pour ça. Et c'était lourd comme histoire. C'est très lourd. Oui. Mais je pense que avec tout ce qui est arrivé ces dernières semaines, là on enregistre début avril, il y a quand même 8 femmes en 8 semaines qui ont été tuées. Oui. Et je pense que, surtout nous en True Crime, ce qu'on réalise souvent, c'est que les conclusions ont tendance à se ressembler un peu, c'est-à-dire les femmes finissent sous terre, les hommes en prison. Je pense que des fois, c'est important de se rappeler qu'au Québec, on n'a pas un rap sheet parfait en termes d'équité homme-femme. J'ai beaucoup de mal à croire l'histoire de Jean-Philippe. Honnêtement, moi, j'ai plus l'impression que c'est un deal de drogue qui a mal viré, qui lui a offert de la drogue et qu'ensuite il a offert d'autres choses qu'il ne voulait pas. Ouais. Ce cas-là, ça me ramène à l'esprit la phrase très connue de Margaret Atwood. Les hommes ont peur que les femmes rient d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Jean-Philippe Tremblay dit que elle avait ri de lui parce qu'il n'avait pas d'érection, mais ta réaction, franchement, c'est d'autres choses. Ouais. C'est jamais justifié. Donc c'est un cas très lourd, mais je trouvais que c'était pertinent d'en parler à ce moment-ci. Oui. Puis je pense qu'on pourrait mentionner en clôture que si vous êtes victime de violences conjugales, vous êtes loin d'être seul. Et il y a des ressources qui existent. On vous invite à vous renseigner. Vous pouvez appeler à telle aide, ça fait partie de leur service. Aussi, le site web SOS violenceconjugale.ca. Il y a des ressources qui existent pour vous aider. Si vous êtes témoin aussi de violences conjugales, c'est important d'intervenir. Pas nécessairement d'intervenir tout de suite, pas nécessairement de prendre la parole, de s'interposer entre les personnes, mais il y a des manières de le faire. Vous pouvez contacter des ressources pour la violence conjugale pour vous renseigner sur les étapes à prendre, ou du moins alerter des personnes dans des positions d'autorité pour éviter que des situations, justement, se rendent à la mortalité. Donc, si vous êtes victime de violence conjugale, si vous êtes témoin de violence conjugale, on vous invite à contacter des ressources, des centres de ressources. Il y en a beaucoup qui existent et qui sont là pour vous aider. Sentez jamais que c'est votre faute et que vous êtes seul, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de gens qui sont dans des situations comme ça, puis il y a plein de gens autour de vous pour vous aider. Des fois, c'est juste une question de découvrir où ces gens-là se trouvent. Et vous, ne sous-estimez pas votre pouvoir. Oui. De juste demander à une amie comment ça va. Oui. Une amie que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ses nouvelles. Des fois, juste demander comment ça va, montrer qu'il y a une ouverture. Vous savez jamais comment ça peut aider quelqu'un à s'en sortir. Alors, on vous encourage
reach out. On est une communauté, les femmes comme les hommes aussi. Oui, On vous absolument. invite à faire votre part. Vous êtes des bonnes personnes. On n'accuse personne présentement. Tout le monde, ensemble, on peut aider à faire de cette société un meilleur endroit. Oui. Donc, mesdames et messieurs, on vous invite à rester en sécurité, à prendre soin de vous et surtout à le dire s'il y a quelque chose qui va pas bien. Faut en parler. Merci beaucoup, Audrey, pour ce cas qui a été très triste et déprimant, mais en même temps divertissant, bien raconté. Alors, je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez nous écrire unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook à Un peu de crime et sur Instagram à Un peu de crime dans ton café. C'est là que nous interagissons avec nos admirateurs et que nous publions plein de beaux contenus, comme des photos de mon livre de beaux policiers. Et possiblement des images de l'ancienne carrière d'Audrey, on sait pas. Alors, on vous invite à interagir avec nous. Nous autres, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et ça nous encourage à continuer notre travail puisque, ben, vous le savez peut-être pas, mais c'est un travail qu'on fait absolument bénévolement. On se nourrit de votre contact et de vos encouragements. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui prend la peine de nous écrire. Ça nous fait toujours plaisir. Votre plaisir est notre salaire. Oui, exactement. C'est contrairement à, c'est le contraire de l'Église sur Papineau, là, le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Nous autres, le salaire de notre travail, c'est vos encouragements. Vos rires. Vos rires, effectivement. Et merci encore pour vos beaux courriels. Pour vrai, Catherine et moi, quand vous nous envoyez des courriels, on pleure pendant 2 jours de bonheur et après on vous répond. On avait dit qu'on allait faire un petit shout-out. Attends, je vais le faire, justement. On aimerait remercier, dans le fond, tout le monde qui nous a envoyé des courriels. Alors, vous êtes en ordre d'envoi de courriels. On vous aime tous égal, sachez-le. Oui. Alors, merci à Sean, qui nous avait justement parlé de Pinariti. Mm-hmm. Merci à Sabrina S., qui nous avait recommandé Benoît Gay, que vous avez pu entendre il y a quelques semaines. Oui. Merci à Maryse, qui nous a envoyé un message qui nous a profondément touchés. Et on espère que tu vas bien, Maryse. On pense beaucoup à toi. On aimerait remercier Mélissa, qui nous a également fait une proposition sur laquelle on devrait travailler bientôt. Oui. On se fait des petits clins d'œil comme ça. On aimerait remercier Chloé, qui nous a envoyé sa liste des recherches à la BANQ. Oui. Et je pense, Catherine, que quelque chose a attiré ton attention. Ouais, il y a une entrée dans ce beau tableau que tu nous as envoyé, Chloé, qui m'a intriguée et c'est un cas dont on va discuter dans les prochaines semaines. Reste parmi nous, Chloé, on va bientôt te servir. On remercie à nouveau Laurence et sa conjointe, qui sont les propriétaires du Saint-Suave à Québec, qui nous avaient envoyé du café et qui nous avaient écrit un super beau courriel. On vous salue, on espère que vous allez bien et que le Saint-Suave aussi va bien. On salue Julie, qui nous écoute des États-Unis. Des States, oui! Des States! Quel privilège! Et on salue la mère de Catherine. Oui! Bonjour, maman. Qui nous a envoyé un master courriel d'idées. On va jamais run dry. Non, c'est ça. On a des cas pour longtemps. Merci. Et on espère être avec vous longtemps. Oui, merci Ginette. C'est apprécié. Merci. C'est bizarre d'appeler ta mère par son prénom, tu sais, c'est un peu comme... Mais merci. Puis merci, maman de Catherine, de m'avoir dit que mes dessins étaient beaux. Ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. Oui, on a éventuellement de la marchandise qui va s'en venir, c'est vrai. On a oublié de parler de ça. Yes. Je travaille là-dessus. Mais donc, si un jour, si vous rêvez de posséder un macaron avec possiblement un dessin de la face d'Éric Bruno, ça pourrait être le genre de truc qu'on pourrait peut-être rendre disponible un jour. Peut-être qu'on en a déjà des prototypes, peut-être qu'on y pense beaucoup. Mais si vous êtes intéressé à avoir n'importe quel de nos visuels, en fait, sur un macaron, sur un sac, sur un chandail, ça pourrait éventuellement s'arranger. Oui, même. N'hésitez pas à nous écrire ou à commenter sur Instagram lesquels des visuels qui sont les plus intéressants, lesquels est-ce que vous aimeriez posséder? Oui. J'ai déjà quelques prototypes, mais ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce que vous aimez, puis sinon, sachez-le, je suis très généreuse comme personne, alors si vous aimez un visuel et vous l'enregistrez sur votre téléphone avec l'outil capture d'écran, ben c'est très correct. Je vous le permets. Vous avez ma permission, vous avez ma bénédiction si vous voulez utiliser un de nos visuels comme fond de téléphone, comme fond d'ordinateur, comme fond de tablette. Comme maquillage à l'Halloween, n'importe quoi. Si vous voulez faire des cosplays de Catherine et moi, vous avez la permission. Oh, wow! Ça serait trop beau! Oh, surtout génial. pour les gens qui nous ont jamais rencontrés.
Juste à partir de nos illustrations, ça fait des cosplays de nous. Vous savez que je porte une camisole, que je porte une salopette en corduroy, pis que Audrey est gothique, fait que ça vous donne déjà des repères. Alors, oui, merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci pour vos encouragements. On espère que vous avez apprécié cet épisode et on va se retrouver la semaine prochaine. À la prochaine, tout le monde. Bye bye! Bye bye!